Et bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire sur le thème les élus face à la sécurité incendie, rôle, responsabilité et enjeux. Avant de commencer justement et que tout le monde puisse nous rejoindre un petit peu, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat qui est mis à votre disposition justement pour poser des questions si vous nous voyez et vous nous entendez bien surtout, s'il vous plaît. Du coup, je vous laisse me faire un petit mot. Juste pour votre information, si vous avez le moindre problème, le moindre bug, je vous laisserai nous le faire savoir dans le chat. Et n'hésitez pas aussi à rafraîchir la page si ça vient peut-être de chez vous. Donc, je vois que vous êtes en train de nous écrire. Tout est parfait pour le multiplex aquatique. Parfait, merci. Bon, on va pouvoir commencer tout doucement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Laurent Rieu, que je vais laisser se présenter d'ailleurs. Non, vous le connaissez peut-être déjà. Laurent Rieu, donc jeune retraité, ça fait 3 mois maintenant que j'ai quitté le SDIS 73 où j'étais chef du groupement gestion des risques et j'ai déjà fait plusieurs webinaires avec Batisef, Batifire sur aussi bien la responsabilité des élus que la défense extérieure contre l'incendie et j'interviendrai sur d'autres thèmes dans l'année. Moi, ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Laura Naros, je suis responsable de gestion et de coordination au sein de l'entreprise. Je m'occupe de plusieurs sujets dans l'entreprise et notamment du suivi des 10 partenaires concernant notre application Batifire gratuite pour justement connecter ces bâtiments aux forces de sécurité et de secours. Et je vous en parlerai plus tard dans la présentation parce que je vais laisser Laurent justement vous parler aujourd'hui. On a beaucoup de points à aborder. On a 45 minutes ensemble. On va essayer de les respecter. Si ça déborde un peu, écoutez, c'est pas très grave. Vous êtes libre. Voilà, de nous quitter si vous le souhaitez. Mais voilà, on essaiera de respecter l'horaire en tout cas. Laurent, je te laisse la main. Ouais. Donc l'idée, c'est vraiment de vous présenter quel est le rôle des élus et des services qui sont au service de ces élus, justement. Je pense qu'il n'y a pas que des élus dans le public aujourd'hui. Vous montrer un petit peu quel est le rôle que vous avez sur les établissements recevant du public de votre commune. Donc on va brosser tout ça, se promener au milieu de toutes ces textes. Et l'idée, c'est aussi de répondre à vos questions. Donc, le plus simple, c'est via le chat, vous poser les questions. Et puis, on répond en direct aux questions que vous posez parce qu'en fait, c'est comme tout ce qui est juridique. Il y a beaucoup, c'est pas la jungle, pas du tout, mais il y a quand même beaucoup, c'est touffu. Et donc, il peut y avoir plusieurs solutions à chaque fois. Donc, je répondrai à vos questions en direct. C'est pour ça que on a prévu 45 minutes, mais s'il faut que ça dure un peu plus longtemps, c'est pas très grave. Et puis, si on va pas au bout non plus, c'est pas très gênant. Il y a des diapos, on va aller un peu plus vite. Donc, je réponds à vos questions en direct. Donc, savoir que un maire, c'est responsable d'énormément de choses dans sa commune. Et donc, sur la partie établissement recevant du public et immeuble de grande hauteur, donc il y a 2 aspects. Il y a la police générale du maire, et puis il y a une police spéciale pour les ERP, les IGH. Donc, c'est défini dans le code de la construction et de l'habitation. Et vous allez voir qu'on s'appuie sur ces 2 polices. Le maire s'appuie sur ces 2 polices pour suivre les établissements et veiller à ce que le public soit accueilli en sécurité. Donc la police spéciale, elle a plusieurs sur la vie d'un établissement, elle intervient à plein de moments, notamment au niveau de la délivrance du permis de construire. Donc un bâtiment, c'est suivi avant d'être construit, donc c'est le stade du permis de construire, ou des travaux lorsqu'il y a des modifications intérieures sur un bâtiment existant ou une transformation. Et puis après, c'est suivi après la construction, au moment de l'ouverture, puis périodiquement. On va détailler un petit peu tout ça. Le but, c'est que le maire puisse s'appuyer sur des techniciens, sur des avis techniques pour prendre ses décisions. Donc, l'avis technique, c'est la commission de sécurité qui le rend. Donc, on donne un avis avant la construction, donc sur le permis de construire. Après, on peut donner un avis avant l'ouverture au public. Et après, on peut donner un avis régulièrement sur les visites périodiques. La définition d'un établissement recevant du public, c'est vraiment important de comprendre ce que c'est qu'un établissement recevant du public, parce qu'en fait,
parfois des personnes qui ont envie de contourner les textes en vous expliquant « Non, non, moi je reçois pas de public, ce sont les membres de mon association. » Alors en fait, le Code de la construction et de l'habitation, il est très clair. Le public, c'est toutes les personnes qui sont admises soit librement, donc gratuitement, soit moyennant une rétribution, une participation quelconque. Donc, quel que soit le mode, vente d'un billet ou participation libre après, bah, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est pris en compte. Ou une participation quelconque. Donc, les établissements dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant sur invitation, payantes ou non. En fait, c'est très, très large. En gros, tout le monde est du public. Tout établissement devient un établissement recevant du public dès lors que ce n'est pas du personnel de l'entreprise ou ce n'est pas une habitation dans laquelle votre famille arrive. Donc, c'est pas parce que vous faites une fête de famille chez vous que vous devenez établissement recevant du public. Hein. Une habitation dans laquelle vous avez aménagé votre garage pour faire l'anniversaire des enfants, c'est pas un établissement recevant du public. Par contre, le même garage que vous avez aménagé pour toutes les semaines ou tous les mois, recevoir plein de copains pour faire la fête, il y a un moment où ça pourrait devenir un établissement recevant du public. Vous voyez, une petite. Et donc tout ce qui est associatif, hein, on a vu des clubs privés, on a vu des choses comme ça. Non, nous c'est un club de jeux privé, on rentre que si on est membre de l'association. Ça s'appelle un établissement recevant du public. Donc là-dessus, la définition elle est extrêmement large. Donc attention. Et ça vaut également pour les communautés religieuses. J'ai eu le cas au cours de ma carrière. Hein, j'ai travaillé avec les bouddhistes, les musulmans, les juifs, les chrétiens de tous bords. Donc j'ai vu ça. Où un maire me disait non mais ça c'est une communauté religieuse, c'est pas un établissement recevant du public. Ben, effectivement, la congrégation religieuse, ça peut être de l'habitation et un logement. Si on prend un monastère, la partie hébergement du monastère. L'hébergement des moines, ça reste de l'habitation, c'est la congrégation religieuse. Par contre, le temple, l'église, vous l'appelez comme vous voulez, ou les salles de réunion, ou l'hébergement hôtelier des gens qui viennent en retraite dans ce monastère, ça s'appelle bien l'établissement recevant du public. Donc vous voyez, la définition est très large. Où on peut arriver à se poser des questions, c'est quand on fait une foire en ville ou une braderie ou des choses comme ça, quand est-ce qu'on devient établissement recevant du public? Là-dessus, on a quelques jurisprudences. Il y avait une circulaire pour l'Euro 2016 de foot en France où le ministère avait expliqué que c'est pas parce que vous clôturez une zone, faire une fan zone, que ça devient un établissement recevant du public. C'est pas parce que vous fermez une rue pour faire un marché, une foire ou autre, que ça devient un établissement recevant du public. Mais il y a quand même des mesures à prendre. Donc, vous voyez qu'on est sur des définitions assez larges. Donc, ça, c'est vraiment à prendre en compte. Donc le public, hein, toutes les personnes qui sont admises en plus du personnel. Donc en gros, le personnel, ça relève du code du travail. Par contre, toutes les autres personnes, ce sont du public. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que ça vous convient? Moi, ça me paraît clair en tout cas. Voilà. Après, pour rassurer les élus et donc les services qui travaillent pour eux, il faut bien voir que les responsables de la sécurité dans un établissement, ce sont essentiellement les propriétaires et les exploitants. C'est défini dans l'R 143.3 du Code de la construction et de l'habitation. Hein, donc, faut bien voir que, et on va en reparler tout à l'heure, sur la partie juridique et les différentes affaires qui ont eu lieu, un maire, pour être mis en cause sur la sécurité d'un établissement recevant du public, il faut vraiment qu'il ait enfreint sciemment une règle de sécurité. Hein, le propriétaire, les exploitants, ce sont les principaux, les premiers responsables, et ce sont eux qui doivent vraiment tenir. Le showroom d'un artisan est considéré comme un ERP. Oui. Alors, après, il faut bien voir que les petits établissements recevant du public, notamment ceux qui reçoivent moins de 20 personnes, donc un artisan carreleur qui aurait une salle d'exposition de carrelage, on voit bien qu'il n'y a pas 200 personnes à l'intérieur, même si le showroom est assez grand, il reçoit moins de 20 personnes. C'est un petit établissement recevant du public, les mesures sont extrêmement légères. Par contre, dans le dépôt de son dossier, donc s'il souhaite, il aménage il avait un grand atelier et finalement il fait une petite partie showroom à l'entrée. Oui, ça devient un établissement recevant du public. Donc oui, logiquement, si on veut respecter les règles d'urbanisme et autres, il faut qu'il dépose un dossier d'aménagement pour une transformation d'un lieu de travail, un bâtiment usage professionnel, vers une partie recevant du public.
mais les mesures sont extrêmement faibles. En fait, l'avantage et l'inconvénient de classer un établissement recevant du public, c'est que les règles de sécurité, mais aussi les règles d'accessibilité vont s'appliquer. Donc des fois, parfois, c'est un peu complexe. Donc à voir, mais logiquement, si on est rigoureux, oui, tout endroit devient un établissement recevant du public. Ça vaut également pour le kiné, l'infirmière, le médecin. Ce sont de petits établissements recevant du public où les mesures sont extrêmement simples. Hein, donc, faut pas non plus trop se prendre la tête, comme on dit. Mais en gros, la notion d'établissement recevant du public, elle est extrêmement large. En cas d'urgence, chaque seconde compte. Mais que se passe-t-il si les informations essentielles de vos bâtiments sont introuvables, inaccessibles ou obsolètes? Les secours ne pourraient donc pas en disposer pour intervenir plus rapidement et efficacement. Grâce à la solution digitale Batifire, les pompiers et autres services partenaires accèdent instantanément et gratuitement aux informations essentielles. Plans, contacts, consignes, points sensibles, bien à préserver en priorité. Notre module secours est toujours disponible, même hors connexion, afin d'apporter un service en toutes circonstances. Batifire, pour que vos bâtiments soient connectés au secours. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant. Donc les commissions de sécurité, à quoi servent-elles? Ce sont des organes techniques d'études, de contrôle et d'information du représentant de l'État dans le département et du maire. Donc en fait, les commissions de sécurité, elles sont là pour informer le préfet, tenir le préfet au courant de ce qui se passe dans le département. Mais c'est surtout l'organe qui permet de dire au maire, monsieur le maire, le permis de construire de cet établissement recevant du public, il est bon, il n'est pas bon. Hein, puisqu'à chaque fois on se prononce favorable, défavorable, les commissions de sécurité. Et donc le but, c'est de dire à un maire, monsieur le maire, le permis, vous pouvez l'accorder les yeux fermés, c'est tout bon, le dossier est bien monté, ou au contraire, attention, il y a des sujets importants à traiter sur ce bâtiment. Sur un permis de construire, au cours de ma carrière, je n'ai pas vu de maire accorder un permis de construire avec un avis défavorable de la commission de sécurité. Ça tombe un peu sous le sens, c'est-à-dire si le bâtiment est déjà pas conforme aux règles au niveau du projet, lorsqu'il sera construit, il sera forcément toujours pas conforme aux règles. Donc ça va être encore plus dur à ouvrir. Donc le but, c'est d'arriver à trouver le bon consensus pour que le permis soit accordé avec des mesures de sécurité qui vont bien. Et des mesures d'accessibilité, bien sûr, mais je parle surtout de sécurité. Les commissions de sécurité sont à diverses échelles dans le département. Il y a une commission départementale qui normalement s'occupe des premières catégories des immeubles de grande hauteur et suivant l'organisation des départements, les attributions peuvent différer et on a des commissions d'arrondissement, des commissions intercommunales, communales. Donc ça, vous voyez dans chacun de vos départements comment ça peut s'organiser. Mais en gros, les attributions sont réparties entre les unes et les autres. Dans le département de la Savoie, en exemple, la commission départementale qui se réunit tous les 15 jours, donc il y a 24 commissions départementales en salle qui étudient tout ce qui concerne les constructions, permis de construire, autorisation de travaux, et les visites des ERP de première catégorie des immeubles de grande hauteur. Et après, il y a les commissions d'arrondissement et les 2 commissions communales d'Aix-les-Bains et Chambéry qui font toutes les visites. On va voir pourquoi on a ces différents niveaux. Le maintien des ERP en état, en fait, il faut voir, pareil, les constructeurs, les installateurs, les exploitants sont responsables de la sécurité dans les établissements. Ça commence au constructeur, c'est-à-dire que la personne qui construit, là où les personnes qui construisent le bâtiment doivent forcément construire un bâtiment conforme. On se plaint régulièrement qu'il y a trop de normes, pourtant il est quand même plaisant de rentrer dans un établissement en étant à peu près sûr que le ciel ne va pas vous tomber sur la tête. Hein, donc c'est vraiment important que chacun respecte les normes dans sa partie, que ce soit l'électricien, le plombier, le chauffagiste, le carreleur ou celui qui a monté la structure. Donc ça, c'est important. Et se rappeler que le contrôle exercé par l'administration et les commissions de sécurité ne dégage personne, constructeur, installateur, exploitant, propriétaire, de leur responsabilité, qui leur incombe personnellement. C'est-à-dire qu'en cas de sinistre, l'enquête va aller chercher à savoir si le défaut électrique qui a mis le feu, par exemple, il vient d'un mauvais travail de l'installateur, de l'électricien, ou d'un mauvais entretien, ou d'autre chose. Donc ça, c'est vraiment important de se le dire. Et tout ça, donc, ce sont des articles du Code de la construction de l'habitation. Et ce sont les articles généraux. Là, c'est la liste de tous les textes qui s'appliquent aux établissements recevant du public.
et aux immeubles de grande hauteur. Bon, je ne vais pas vous les lister, c'est pas la peine, ça n'apporte rien de plus. Vous les retrouverez facilement. La particularité des établissements existants. Il y a quand même beaucoup d'établissements déjà en fonctionnement. Et quand on fait des modifications dans un établissement existant, on doit, logiquement, les nouvelles règles, les règles actuelles, ne s'appliquent qu'à la partie transformée. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que vous avez 1000 mètres carrés, vous retransformez 200 mètres carrés, donc on va vous appliquer les nouvelles règles sur les 200 mètres carrés que vous réaménagez. En règle générale, les textes ne sont pas rétroactifs. Il y a eu quelques fois des textes rétroactifs, c'est extrêmement rare. Pour autant, les commissions de sécurité, au cours des visites périodiques, on va y venir, peuvent amener à améliorer le niveau de sécurité dans l'établissement. Il faut bien admettre que les établissements évoluent, la société évolue. L'acceptabilité du risque aujourd'hui, elle n'est plus du tout la même qu'il y a 10 ans, 20 ans, 5 ans ou 50 ans. Moi, quand je me rappelle les colonies de vacances où j'ai pu aller quand j'étais gamin et je vois les colonies de vacances d'aujourd'hui, il n'y a rien qui est comparable, hein, ni en termes d'hébergement, ni en termes de sécurité incendie. Donc, vous voyez, même si étant gamin, je m'intéressais pas beaucoup à la sécurité incendie. Mais vous voyez, en fait, l'acceptabilité du risque, c'est aussi ça. Et donc, on va voir que au cours des visites, la commission de sécurité peut demander à un bâtiment d'élever son niveau de sécurité pour se rapprocher du niveau d'aujourd'hui. Donc, les commissions de sécurité, donc elles répondent sur les études de dossier, donc permis de construire ou DACAM. Hein. DACAM, c'est l'autorisation de construire ou d'aménager un ERP. Ce sont les autorisations de travaux. C'est hors procédure d'urbanisme, hein, bien sûr. Hein. Les PC donc, concernent des constructions, des extensions, et les dossiers d'aménagement de bâtiments, c'est plus de l'aménagement intérieur et de la rénovation. On fait des visites dans les établissements du public, ou des visites d'ouverture, des visites périodiques, voire des visites d'opinion, on en reparlerait, et on rend un avis qui n'est que consultatif. Hein, ce qu'il faut bien voir, c'est que la commission de sécurité, elle donne un avis favorable ou défavorable au maire, qui est la seule autorité à décider de la suite. C'est pas parce qu'il y a un avis défavorable sur un établissement que le maire doit le fermer. On va en reparler également. Et on est là les commissions de sécurité sont là pour conseiller le maire et le préfet sur la sécurité dans les établissements publics. Est-ce que je suis clair jusque-là? Oui. Je pense. Bon. Oui, très clair. Bon, comme je le disais, on met soit un avis favorable, soit un avis défavorable. Sur les autorisations de travaux, comme je vous le disais tout à l'heure, je n'ai jamais vu au cours de ma carrière un maire autorisé délivrer un permis de construire alors qu'il y a un avis défavorable de la commission de sécurité. En plus, pour l'avoir énormément vécu en station de montagne, l'attaque des permis de se construire est systématique, quasi systématique en station. Et un maire qui délivrerait un permis de construire avec un avis défavorable de la commission de sécurité ou d'accessibilité, il se ferait retoquer. Les personnes qui attaquent le permis gagneraient à tous les coups. Hein, donc c'est pas la peine d'accorder un permis de construire s'il y a un avis défavorable. La seule chose qui lie l'avis de la commission à l'autorité de police, donc pour délivrer le permis, ce sont les demandes de dérogation. L'avantage du code de la construction et de l'habitation, c'est qu'il prévoit des demandes de dérogation. Alors à chaque fois, quand on déroge, on compense, évidemment. C'est logique, hein, quand il manque quelque chose, on compense par autre chose. Et en montagne, on déroge beaucoup parce qu'en fait, les conditions de construction, d'accessibilité et autres sont pas toujours celles qu'on a en plein centre-ville quand on est à plat. Donc, s'il y a une demande de dérogation, si la demande de dérogation est accordée, on peut accorder le permis avec la demande de dérogation. Si la demande de dérogation est refusée, il faut trouver une autre solution. Soit on revient dans le texte, soit on retrouve d'autres mesures compensatoires, mais le maire ne peut pas délivrer le permis si la demande de dérogation est refusée. Des manifestations exceptionnelles et les manifestations type cirque forain. Donc là, il faut voir que les cirques forains, ce sont des cirques itinérants et doivent vous annoncer à l'avance qu'ils arrivent et qu'ils vont s'installer. Il n'y a pas de visite de commission de sécurité à chaque fois qu'un chapiteau se pose, mais il doit quand même respecter les règles des chapiteaux de sens et structure avec une demande d'autorisation présentée 2 mois à l'avance, et surtout le forain doit vous transmettre l'extrait de registre de sécurité du chapiteau qui vous montre que le chapiteau est conforme, qu'il est régulièrement contrôlé et que son implantation est correcte.
Pour les manifestations exceptionnelles, il y a deux aspects à voir. Soit c'est un établissement qui est existant, donc un ERP existant. Je prends le cas d'une église dans laquelle vous allez faire, une association va faire un concert. On change de lieu de culte à salle de concert. C'est tout à fait possible. Là, il faut faire une demande également à la commission de sécurité avec un dossier, 2 mois à l'avance. Alors, attention au délai de convocation des séances des commissions, parce que suivant les départements où vous êtes, il y a des commissions tous les 15 jours, tous les mois. Ça peut pas forcément être simple, mais ce qui est important, c'est de voir si les mesures de sécurité pour cette utilisation exceptionnelle, sans rentrer dans la globalité si on prend une salle de spectacle, il y a des contraintes de sécurité qui sont différentes de celles d'une église. Mais pour autant, est-ce qu'on a le droit de faire un concert? Ben oui, peut-être, si on a des dégagements, si on a des mesures de sécurité complémentaires. Et puis, vous avez l'autre aspect, c'est de créer un ERP éphémère. C'est le cas typique dans l'événementiel, ils sont très, très inventifs. Je prends une vieille halle industrielle qui est désaffectée, dans une belle friche industrielle, et je fais une salle de concert, je fais une soirée concert, dancing, tout ça dans une vieille halle industrielle. Là, ça pose d'autres problèmes parce qu'en fait, la halle industrielle, elle n'a jamais été construite pour être ERP. Donc, elle a peut-être même pas les sorties suffisantes pour la quantité de personnes qui vont être à l'intérieur. Si cette halle industrielle est abandonnée depuis longtemps, il y a personne qui est capable. Enfin, récemment, personne ne vous a dit si elle était stable mécaniquement. Est-ce que les gens qui sont sous la halle vont pas prendre une tôle sur la tête, une poutre sur la tête ou un boulon? Il faut quand même s'en assurer. Donc, les ERP éphémères dans des endroits hypothétiques, des fermes, des tunnels. En station, moi j'ai vu des projets de faire des concerts dans un tunnel sous les pistes. Ouais, c'est bien, mais c'est pas prévu pour quoi. Donc, dans l'événementiel, ils sont hyper inventifs. C'est comme de vous installer. Je me souviens de concerts de musique classique dans les grottes de Choranche dans le Vercors. Ouais, c'est très très bien. Sauf que les grottes de Choranche, c'est pas prévu pour accueillir 500 personnes à la fois. Alors donc un ERP d'un type avec activité, oui. Alors un ERP, ça peut avoir, c'est un premier type et des types complémentaires, des activités secondaires. Donc oui, un ERP, un hôtel par exemple, c'est un hôtel-restaurant avec salle de réunion. Donc c'est ONL. Et donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que chaque activité a son type et c'est sa réglementation particulière. Oui, les activités multiples, régulièrement, on jongle sur. Si on prend Savoie Expo à Chambéry, Savoie Expo, ils sont homologués pour faire des concerts, salle de sport, salle d'exposition. Donc en fait, ils peuvent faire. En fait, tout est prévu dès le départ. Donc si vous voulez faire un grand événement de culte dans la salle d'expo de Savoie Expo, à partir du moment où vous louez le truc, il n'y a pas de problème. Le bâtiment, il est prévu pour une occupation multiple et maximale. On prend une personne par mètre carré ou 2 personnes par mètre carré et on a les sorties, on a le niveau de sécurité qui va bien. Ce qui pose problème, c'est quand on touche à un ERP qui n'est pas du tout prévu pour ça. Vous voudriez faire dormir 1000 personnes dans la salle des fêtes du village, ça pose d'autres problèmes que simplement de venir y faire un repas dansant. Vous voyez et oui, quand le bâtiment a plusieurs types, si l'activité, la nouvelle activité rentre dans déjà les activités définies dans le bâtiment, ça ne pose pas de problème. On voit souvent des fois les gymnases qui sont réquisitionnés les gymnases qui sont réquisitionnés pour le plan d'hébergement, d'accueil et d'hébergement, ça ne pose pas de problème parce que en fait, le gymnase, vous allez y faire dormir 300 personnes, mais vous aurez du personnel sur place qui assurera la sécurité. Enfin, il n'y a pas de souci particulier. On est c'est de l'accueil exceptionnel. C'est pas je vais pas rendre mon gymnase conforme à un hôtel parce que de temps en temps, j'ai le plan d'accueil et d'hébergement. Par contre, il faut bien avoir du personnel chargé de la sécurité et le public qui est hébergé exceptionnellement, il n'est pas livré à lui-même au milieu du gymnase tout seul, quoi. Donc, mais ça pose pas de problème. Donc, une fois que le bâtiment est construit, le maire doit solliciter l'avis de la commission de sécurité avant l'ouverture, environ, c'est 1 mois minimum, le temps pour qu'on puisse convoquer et que toutes les procédures puissent se mettre en route. Parce que pareil, sur une ouverture, si on n'a pas respecté les délais de convocation et autres, l'ouverture pourrait être administrativement illégale. Et donc, si quelqu'un vient contester l'arrêté d'ouverture, il ne faut pas qu'on ait des biais administratifs. On n'a pas convoqué quand il fallait et tout.
Même chose quand on fait une visite d'ouverture, on a besoin d'avoir les rapports de vérification après travaux du bureau de contrôle. Il faut qu'on les ait dans un certain délai parce que c'est toujours pas, il faut qu'on puisse aller réceptionner quelque chose de fini. Donc le maire convoque l'exploitant, l'organisateur, le propriétaire et la commission donc a besoin de divers documents, je vous disais notamment le rapport de vérification après travaux du bureau de contrôle. Et la visite de la commission de sécurité, elle se fait soit en formation plénière s'il faut ouvrir dès le lendemain, soit en groupe de visite si on a un petit peu de marge sur les délais d'ouverture. C'est quoi une formation plénière, Laurent? La plénière, donc c'est quand on a un président de commission, en Savoie c'est l'arrondissement qui fait généralement les visites, un président de commission, la DDT, les sapeurs-pompiers, éventuellement les gendarmes, suivant le type de bâtiment. Et donc la formation plénière, elle rend un avis immédiat et le maire peut immédiatement ouvrir ou non. Ok. Et on va voir que l'avis avant ouverture, soit il est favorable, il n'y a pas de problème, le maire prend son arrêté d'ouverture, soit l'avis est défavorable, et là, deux solutions. Le maire prend, alors je dis le maire, ne prenez pas ça pour une remarque sexiste, hein, c'est le maire dans sa fonction, ça peut être madame le maire. Donc, le maire prend l'arrêté d'ouverture malgré l'avis défavorable de la commission, et on le voit assez souvent. Je prends le cas classique du grand magasin qui a prévu son ouverture le 1er avril. Même si on vient le 31 mars en commission de sécurité, que les travaux sont pas finis, qu'il y a des choses qui dysfonctionnent, la commission va émettre un avis défavorable parce qu'il y a des dysfonctionnements graves de la sécurité. Pour autant, le magasin, il va ouvrir le lendemain avec ses 50 ou 60 employés ou plus, et le public sera là le 1er avril au matin. À charge au propriétaire de faire finir les travaux pendant la nuit pour que le niveau de sécurité soit correct. Donc, le maire peut prendre un arrêté d'ouverture malgré l'avis défavorable de la commission. Après, il prend sur lui quand il fait ça. Donc après, l'autre solution, c'est de ne pas prendre d'arrêté d'ouverture, évidemment. Les travaux sont pas finis, le niveau de sécurité n'est pas bon, je ne prends pas d'arrêté d'ouverture. Et puis, vous avez l'autre aspect, c'est que le maire ne prend pas l'arrêté d'ouverture. Donc, soit il ne prend pas du tout d'arrêté, soit il interdit l'ouverture. Et l'exploitant ouvre quand même son établissement. Voilà, ça pose un autre problème, c'est que l'exploitant, le propriétaire, il enfreint une règle que vous avez fixée. Quand vous avez pris un arrêté interdisant l'ouverture, là, les sanctions sont plus les mêmes. Et donc, charge à vous, autorité de police, de faire constater dès le lendemain que l'exploitant, il a ouvert malgré votre interdiction. Et là, c'est répréhensible. Et c'est à vous de mettre la pression pour que ça ne dure pas. Alors, généralement, quand il y a un avis défavorable à l'ouverture, c'est parce qu'il y a des choses qui ne sont pas terminées, que ça dysfonctionne. On n'est pas sur du constructif où il manque des portes, de la stabilité au feu ou des choses comme ça. Donc, ça doit se régler assez rapidement. Mais c'est vraiment important de prendre position par un acte administratif. Et si la sécurité de votre bâtiment était consultable partout et tenait dans votre poche ? Fini les classeurs poussiéreux, les oublis, les doubles saisies, les recherches, les relances, les interrogations. Avec Batifier, centralisez toutes vos obligations réglementaires dans un registre de sécurité 100% digital, simple, intuitif et toujours à jour. Pilotez la conformité de votre patrimoine grâce à 13 modules complémentaires conçus pour vous faire gagner du temps, réduire les risques, renforcer la traçabilité et la collaboration. Batifier, passez au registre de sécurité nouvelle génération. Testez-le gratuitement dès maintenant. Ensuite, les visites périodiques. Donc, je dis les bâtiments, on le voit avant qu'ils soient construits, on le voit à l'ouverture et après on le voit périodiquement. Les visites périodiques, elles sont là pour voir si le niveau de sécurité qui était conforme au moment de l'ouverture est toujours conforme dans la vie de l'établissement. Un établissement, ça vit des dizaines d'années. Et donc régulièrement, donc c'est 3 ans, 5 ans les visites, ça dépend des catégories, des types. On vient en commission de sécurité, on pose plein de questions. Alors sur le suivi des installations techniques du bâtiment, et après on fait un tour du bâtiment, on visite la plupart des locaux et on propose un avis à la commission de sécurité et on formule des prescriptions. Alors les prescriptions, elles peuvent être simple, c'est sur le suivi des installations techniques, c'est du fonctionnement, de ne pas caler les portes coupe-feu, des petites choses simples, ou elles peuvent être beaucoup plus lourdes parce qu'il y a une dérive dans le niveau de sécurité du bâtiment. Et ça, c'est du fait de l'exploitant et du propriétaire. Moi, j'ai vécu des choses dans ma carrière assez énormes avec des systèmes de sécurité incendie, y compris dans des grands hôtels, qui sont hors service parce que le directeur estimait que l'alarme incendie sonnait trop souvent, donc il préférait tout couper et le public se retrouve sans alarme incendie dans un hôtel.
c'est comme ça qu'on peut amener à la catastrophe, comme en Turquie, avec cet hôtel dans une station de montagne en Turquie, où il y a 80 morts parce que le système de détection automatique d'incendie, à première vue, il est hors service, quoi. Plus d'autres problèmes de matériaux, de ci, de ça. Mais donc, vous voyez, l'analyse, en fait, on fait une analyse de risque dans le bâtiment qu'on visite périodiquement, et on donne un avis en commission de sécurité, on donne un avis à l'autorité de police en disant au maire, ok, le niveau de sécurité est correct, mais il y a quand même du suivi à faire, enfin quelques prescriptions, généralement de fonctionnement, ou au contraire, attention, il y a une grosse dérive et le bâtiment qui a été conforme à une époque, il ne l'est plus du tout aujourd'hui. Donc ça, attention, et vous allez voir qu'en fait, suite à la visite périodique, pareil, on met avis favorable ou avis défavorable. Ah, c'est pas le bon diaporama. Il y a un doublon. Je l'avais enlevé celle-là. Ah ouais. Pourtant, ça c'est le requête de reprendre. Donc voilà le tableau de périodicité des visites. Hein. Donc vous voyez que les premières catégories, on les visite à minima tous les 3 ans. Et après, on peut aller jusqu'à 5 ans. Et sur les établissements hors locaux à sommeil, on peut prolonger la périodicité jusqu'à 50 quand on a des avis favorables 2 fois de suite. L'idée, en règle générale, c'est quand un bâtiment va bien, c'est pas la peine d'aller taquiner tout le monde et créer de la charge à tout le monde. Après, propriétaires exploitants restent les responsables, donc s'ils ne font pas les choses comme il faut, c'est de leur fait. Particularité des établissements de 5e catégorie, donc 5e catégorie sans locaux d'hébergement, donc les petits supermarchés, les boutiques, les petits bars, les petits restaurants. Enfin, petit, c'est jusqu'à 200 personnes hein, dans un restaurant, ça peut être grand. Et dans un magasin simple rez-de-chaussée, c'est jusqu'à 600 mètres carrés, hein, puisqu'on a une personne pour 3 mètres carrés. Donc, on est en 5e catégorie sans hébergement. Et là, on est soumis ni aux visites d'ouverture, ni aux visites périodiques. Il faut vraiment qu'il y ait des manquements graves à la sécurité pour que le maire sollicite une visite. Mais comment on remonte ces manquements graves à la sécurité souvent? En fait, c'est le maire qui constate que soit quelqu'un l'a prévenu, soit il constate de lui-même qu'il y a des problèmes. Et il demande au SDIS une visite de la commission de sécurité. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on demande une visite sur des manquements graves à la sécurité, en tant qu'élu, il faut se dire que derrière, on va prendre des mesures. Parce que faire venir la commission de sécurité qui constatera des manquements graves, mais que derrière, le maire ne prend pas de mesures, c'était pas la peine de déranger tout le monde. Hein, il faut savoir mesurer. Et puis, de temps en temps, enfin, moi je l'ai vécu, les maires demandent des visites de l'école maternelle ou de l'école primaire qu'en 5e catégorie parce qu'il y a des parents d'élèves qui se plaignent. Non, on n'est pas là pour répondre aux doléances des parents d'élèves. Et puis, quand on est dans ces configurations, parfois on se retrouve dans des impasses où la mairie a oublié de faire les contrôles des installations techniques de l'école et derrière, il y a un avis défavorable à l'école. Et ça devient compliqué à gérer politiquement. Ouais. Hein, vous avez les parents d'élèves sur le dos, vous avez tous vos administrés sur le dos. Attention. Et donc, les locaux, les 5e catégorie d'hébergement, donc les centres de vacances, les maisons de retraite, les petits hôtels, donc là, sont visités tous les 5 ans. Quand la visite est passée, la commission de sécurité elle a mis un avis favorable ou non à la poursuite de l'exploitation. Donc, en cas d'avis favorable, ça pose pas de problème. Simplement, vous avez un travail à faire en tant que maire ou service de la mairie, c'est de signifier à l'exploitant l'avis de la commission et votre avis à vous en tant qu'autorité de police, mais également signifier les prescriptions éventuelles qu'il y a à faire. Et sur ces prescriptions, vous pouvez demander un échéancier de travaux ou vous mettre vous-même, en tant qu'autorité de police, mettre des échéances. C'est-à-dire qu'enlever les cales en bois qui calent toutes les portes coupe-feu de la cuisine, des réserves et du reste, ça c'est immédiat. Il n'y a pas à dire vous avez 3 mois pour le faire. Par contre, si vous avez des travaux à faire, changer des portes, refaire un cloisonnement, enfin des choses techniques, vous pouvez mettre des délais. Et puis quand on a un niveau de sécurité qui n'est pas bon, qu'il y a un échéancier de travail, qu'il y a des gros travaux à faire, vous pouvez très bien demander un échéancier de travaux à discuter avec le propriétaire, l'exploitant. Entre propriétaire et exploitant, d'ailleurs, c'est régulièrement la guerre, puisque c'est pas à moi de payer, c'est à l'autre. Hein. Entre celui qui est propriétaire des murs et celui qui est propriétaire du fond, il n'y en a pas un qui veut payer, donc c'est toujours la faute de l'autre. Et là, en tant qu'autorité de police, c'est à vous de les mettre autour de la table. En cas d'avis défavorable, c'est pas le bon, c'est pas le diaporama. Non, ça c'est Laurie qui a dû reprendre. Ouais. C'est mon assistante.
Elle aura des nouvelles après. J'avais fait quelques modifs sur le diaporama. Et du coup, c'est pas grave. On vous donnera le bon si besoin en tout cas. Non, mais c'est du détail. En cas d'avis défavorable, vous avez plusieurs solutions également en tant qu'autorité de police. Soit vous laissez fonctionner, soit vous lancez dans la procédure de mise en demeure qui peut aboutir à une fermeture. La fermeture, c'est vraiment l'ultime recours, hein, c'est la force de dissuasion, pour reprendre des termes actuels. Et l'arrêté de fermeture, donc, il ne peut être pris qu'après mise en demeure. Toutefois, et on revient au pouvoir de police générale du maire, en cas de péril grave et imminent, cette notion de péril grave et imminent, elle doit être expliquée par la commission de sécurité. Je reprends le cas de l'hôtel où le directeur aurait sciemment arrêté le système de sécurité incendie, ou alors le système de sécurité incendie est en panne. On ne peut plus alerter le public, on ne peut plus détecter l'incendie. On peut prendre un arrêté de fermeture immédiat parce qu'il y a un péril grave et imminent. Cette notion-là, elle est importante, mais là, vous revenez sur votre pouvoir de police générale. Mais sinon, donc, c'est procédure de mise en demeure. Et si l'exploitant, le propriétaire ne font pas les choses qui ont motivé l'avis défavorable, vous pouvez arriver jusqu'à la fermeture. Le problème de la fermeture, il y a un problème économique puisqu'on met des gens au chômage et on arrête une activité. Il y a un problème fonctionnel. Hein. On imagine un avis défavorable sur une maison de retraite. Moi, je l'ai vécu une fois dans ma carrière en une trentaine d'années de prévention. Fermer une maison de retraite, ça peut arriver. Moi, je vous dis, je l'ai vécu une fois. Le préfet s'était substitué au maire de la commune pour fermer la maison de retraite. Et le problème de la maison de retraite, c'est qu'il faut forcément que les personnes âgées soient recasées ailleurs, relogées ailleurs. Et ça, c'est des sacrées complications. Fermer un petit établissement, un magasin, une discothèque, ça peut se faire. Fermer des locaux de maisons de retraite, d'hôpitaux, parce que des hôpitaux sous avis défavorable, il y en a aussi. Là, c'est plus pareil. Hein, donc là, c'est quasi impossible. Après, c'est de la discussion, de la négociation. Le pouvoir de substitution du préfet, on va en parler. Et après, on a les visites inopinées. Là aussi, les visites inopinées, elles sont là pour constater des dangers graves, des troubles à la sécurité publique. Et je vais faire une petite parenthèse sur les bars qui diffusent de la musique et qui en fait deviennent des espèces de discothèques. Alors les discothèques ont plus tellement la cote en ce moment, elles sont plus en train de fermer que d'ouvrir, à part quelques-unes qui résistent en station, mais la mode actuelle c'est de faire la fête dans des bars où on danse, y compris sur les tables. Et donc dans un bar, donc en restauration assise, c'est une personne par mètre carré, donc 100 mètres carrés égale 100 personnes. Quand on est en restauration debout, donc débit de boisson debout, c'est 2 personnes par mètre carré, donc dans 100 mètres carrés de bar, il y a 200 personnes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate quand on fait des visites inopinées? C'est qu'en fait, on a des taux d'occupation qui sont très différents. Et je me souviens d'une nuit passée que monsieur sous-préfet d'Albertville à Val Thorens a visité tous les bars de la rue de la Soif et les discothèques. Et c'est plus une personne par mètre carré, c'est plus 2, c'est plus 3, c'est plutôt 4 personnes par mètre carré, y compris sur les tables. Donc sur une table qui fait 1 mètre par 1 mètre, on met 4 personnes debout. Et puis il y en a autant par terre. Et les gens sont dans des états seconds, donc ce qui veut dire que vous avez des effectifs qui sont très supérieurs à ce qui était prévu initialement pour ce bar-restaurant. Donc vous avez une surcharge en termes d'effectifs, ce qui veut dire que les dégagements ne sont plus suffisants, l'alarme incendie n'est pas adaptée. Et quand en plus on a des cracheurs de feu dans les bars, ça fait quand même des choses. Et si on regarde les dernières catastrophes ces dernières années, c'est le cas du Cuba Libre à Rouen, 14 morts quand même. Et puis si on regarde dans le monde entier, il y en a plein. C'est essentiellement dans ces petits bars où on fait de la musique, où on fait des anniversaires, où les matériaux au mur, au plafond sont pas les bons, et on arrive à des catastrophes. Donc des visites inopinées, on en fait régulièrement, depuis le Cuba Libre notamment, des bars en sous-sol, des restaurants qui s'étaient déclarés restauration assise et qui font à peu près pseudo-discothèque du jeudi au samedi soir. Oui, là, il y a du souci, mais derrière, c'est pareil. Il faut que vous ayez l'intention, en tant qu'autorité de police, de prendre des mesures. Derrière, il faut prendre des arrêtés de fermeture. Péril grave et imminent, oui, on tombe sur le dos de l'exploitant et on ferme. Et les fermetures administratives, c'est extrêmement important.
Attention également à la motivation, hein, puisqu'on a le cas en Savoie, un litige qui oppose un restaurant à une commune de station, qui se reconnaîtra si elle écoute, une commune où le restaurant a été fermé pendant un mois de la période d'hiver et il demande 1 300 000 € de dommages et intérêts à la commune pour sa perte d'exploitation, ses charges et tout ça. Donc attention, quand on prend des mesures de fermeture, il faut que tout soit bétonné et que vous soyez sûr de votre coût pour pas être après avoir des indemnisations énormes à verser en préjudice de cette fermeture que l'exploitant aurait trouvé abusive. Hein, donc voilà. Bon, je vois que le temps passe vite, hein, mais c'est pas grave. La responsabilité civile de la commune peut être engagée en cas d'omission, de négligence ou d'insuffisance. Donc ça, je vous l'ai dit, et ça peut être une faute personnelle de l'élu si vraiment la faute est détachable du service ou de la fonction d'autorité. Je vais aller assez vite hein, sur ces sujets-là, mais la faute, donc elle peut être qualifiée de faute personnelle ou faute détachable. Donc faute personnelle, c'est quand vous avez un lien d'ordre privé ou un intérêt personnel sur l'établissement. On imagine un maire de station qui serait également hôtelier. S'il ne prend pas les mesures qui vont bien dans son hôtel malgré un avis de FEROP, on l'a vécu, hein, c'est pour ça que j'en parle, la faute serait bien une faute personnelle. Après, il y a les comportements excessifs et l'acte inexcusable d'une particulière gravité. Bon, ça, on va encore un peu plus loin. Il y a de la protection fonctionnelle qui est également assurée pour les élus. Hein, donc voilà. Je vais assez vite hein, sur ces sujets-là. La faute personnelle, donc si c'est une faute personnelle, c'est à lui d'assurer la charge de cette faute, évidemment. Après, si à la fin on voit que c'était finalement pas une faute personnelle, l'élu va pouvoir se retourner et donc retrouver ses billes. Donc pareil sur l'assistance financière, donc on peut rembourser l'élu en cas de besoin. Les communes doivent s'assurer. Bon, ça c'est évident. D'ailleurs, il y a un sujet sur ça, où les communes ont de plus en plus de mal de s'assurer. Alors oui, les communes ont du mal à s'assurer pour tout ce qui est catastrophe naturelle, pour voir l'effet de vandalisme, hein, quand on a des mouvements sociaux et qu'on met le feu à la bibliothèque, à l'école et tout ça. Et c'est vrai que les communes ont parfois du mal à s'assurer sur la chose. La responsabilité des constructeurs, propriétaires, exploitants, on l'a déjà vu, 143.3 du Code de la construction et de l'habitation. Et ce qui est important, hein, c'est que en fait, la nature, l'exploitation, la dimension des locaux, le mode la façon dont on accueille le public joue énormément sur la sécurité. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, un bar qui était prévu pour accueillir 100 personnes, le jour où il y en a 400 à l'intérieur, forcément les issues de secours sont plus les bonnes. Et en cas de sinistre ou simplement de mouvement de panique, on a des vraies catastrophes. Alors, le maire engage-t-il sa responsabilité personnelle quand il refuse des prescriptions d'un préventeur indépendant? Alors, la notion de responsabilité de sécurité. En fait, ce que vous appelez un préventeur indépendant, c'est quelqu'un qui fera un diagnostic et qui vous dirait, attention, il y a un souci à tel et tel endroit. Genre, le maire, à partir du moment où il a connaissance, soit par la commission de sécurité, soit par quelqu'un d'autre qui a des problèmes de sécurité sur un établissement, il ne faut pas qu'il reste les bras ballants et ne rien faire. Ce qu'il faut, c'est que derrière, il notifie à l'exploitant, au propriétaire, le problème, et à partir de là, il aura fait son travail et il n'engage pas sa responsabilité personnelle. Il aura bien fait son travail début. Hein, donc, voilà, un SIAP 3, donc un responsable sécurité d'un magasin qui vous alerte sur une situation, ben oui, vous devez prendre des mesures. Après, si c'est le SIAP 3 qui le responsable sécurité qui vous alerte, derrière, vous répondez par un recommandé en demandant à ce que la situation cesse dans des délais raisonnables, quoi. Et puis, si vraiment le SIAP 3 vous alerte sur des problèmes, vous pouvez peut-être déclencher une visite de la commission de sécurité qui viendra en appui. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ne rien faire. À partir du moment où vous avez connaissance d'un problème, il faut le régler d'une manière ou d'une autre. L'exploitant, donc, c'est le premier responsable. C'est même à lui de solliciter le passage de la commission de sécurité. Donc, les mairies reçoivent la liste des ERP à visiter toutes les années.
Mais en retour, ils doivent également discuter avec la commission de sécurité pour dire attendez, j'ai un nouvel ERP qui s'est créé, ou celui-là il a changé d'activité, ou celui-là il est fermé. Donc il y a un dialogue à avoir entre le SDIS et la mairie. Mais c'est quand même à l'exploitant de demander les visites de commission. Donc généralement on travaille tous ensemble et l'exploitant, quand il a une relation normale avec sa mairie, il demande la visite et la mairie demande la visite. Donc comme ça tout va bien. Le préfet donc peut se substituer au maire si le maire ne fait rien. Donc il y a une mise en demeure qui est adressée au maire par les préfets. Donc les préfets, si je prends la préfecture de Savoie que je connais bien, il y a le service départemental de la protection civile qui suit les avis défavorables des commissions et relance régulièrement les maires pour leur demander où ils en sont et qu'est-ce qu'ils font. En fait, ce qu'il faut, c'est pas rester inactif. Mais le préfet donc ne peut pas non plus rester inactif, c'est-à-dire si à un moment il voit que les maires ne bougent pas, c'est à lui d'aller plus loin. C'est pour ça que le préfet vous écrit régulièrement pour dire où vous en êtes, puis là je vais me fâcher, je vais me substituer. Et dans ma carrière, j'ai vu quelques fois les préfets se substituer, faire fermer des établissements. Ce qui peut, entre nous, arranger les maires qui voudraient pas se fâcher avec leurs citoyens, c'est plus eux qui ferment, c'est le préfet. Toute ressemblance ne serait pas fortuite. Depuis la loi Matras, donc vous avez obligation d'avoir un correspondant incendie et de secours dans les mairies, donc soit vous désignez un adjoint à un conseil municipal. C'est pas forcément celui qui s'occupe du suivi des ERP. C'est aussi pour des questions opérationnelles, des questions de défense extérieure contre l'incendie. Donc la loi Matras, elle est assez large. Mais ce qu'il faut, c'est que vous ayez là, c'est un peu la même diapo, on redétaille. Donc j'avance un peu plus vite parce que sinon le temps va passer. Donc sur le conseil municipal correspondant à incendie et secours. Quelques jurisprudences, les très anciennes comme le 5-7, 146 morts, on se rappelle quand même, pour le plus ancien. Les termes de Barboton, donc le maire avait délivré le permis de construire et l'avait laissé ouvrir sans contrôle. En fait, les termes de Barboton, c'est un accident technique, mais qui a des conséquences graves, parce que c'est un étancheur qui fait de l'étanchéité sur le toit. Ça met le feu à l'isolant polystyrène en plafond et ça intoxique 30 personnes, donc il y a quand même 21 morts qui étaient en soins au terme. Donc le maire a été condamné parce qu'il n'a pas respecté les procédures d'ouverture. Donc attention à ça. La clinique de Breux, c'est également assez ancien, années 90. Bon là, c'est un des rares cas où le préventionniste a été inquiété. Il y a quand même 20 morts dans une maison de retraite. Plus récemment, je vous parlais du coup à Livray. 2016, 14 morts dans un petit bar en sous-sol où l'exploitant, pour pouvoir faire de la musique dans le bar, il a mis de la mousse de polyuréthane en isolant phonique de partout. Et donc, quand le gâteau d'anniversaire bascule et met le feu à la mousse, vous avez sur 20 jeunes, vous avez quand même 14 morts. Et là, les deux exploitants, ils ont pris 5 ans de prison, dont 3 fermes. Donc, vous voyez, vas-y, ça. Non, et là, pourquoi c'est le préventionniste aussi qui a été là, le préventionniste, il y avait eu un vrai problème, c'est qu'ils avaient fait une manœuvre dans la clinique et ils avaient constaté des choses et ils les avaient pas fait remonter, quoi. Ok. Il y a un moment, et en fait, c'est le seul moment, donc c'est années 90, depuis cette date, les préventionnistes n'ont pas été inquiétés. Voilà. Donc, ce qui est important, et là, bon, j'arrive presque à l'heure, oui. Donc, toujours s'inquiéter, donc, de faire les choses administrativement comme il faut, donc autoriser les travaux, puis prendre un arrêté d'ouverture, et après bien réaliser les contrôles par les commissions de sécurité compétentes, et surtout derrière prendre des arrêtés et notifier aux exploitants propriétaires vos décisions et ce que vous faites des prescriptions de la commission de sécurité. Il n'y a rien de pire que de visiter un bâtiment où l'exploitant nous dit, alors c'est souvent de mauvaise foi, mais nous dit j'ai pas reçu les précédentes conclusions de la commission de sécurité. Oui, donc en tant que mairie, adressez bien aux exploitants, courrier recommandé, arrêté, policier municipal qui vient notifier, peu importe, mais assurez-vous que l'exploitant il a tous les éléments pour que les travaux soient réalisés et proposer, exiger des échéanciers de travaux quand il y a des travaux un petit peu importants à faire. Et donc pendant l'exploitation, donc voilà, veillez au contrôle périodique des établissements, participez bien aux commissions de sécurité, faites-vous représenter bien sûr. Et donc, fixer ces délais d'exécution des travaux de mise en conformité en sécurité par les commissions de sécurité. Voilà. Et puis, si vous constatez des choses, vous faites remonter
vous mettez en demeure l'exploitant de faire les choses comme il faut. Et puis, n'hésitez pas à menacer, à entrer dans des procédures administratives de poursuite et de fermeture, parce qu'en fait, il n'y a que la menace qui peut faire bouger les choses. Et puis, en lien avec la préfecture, donc via le SDIS, la liste des ERP de votre commune, si on vous envoie une liste, qu'il y a des choses qui ont changé, faites bien remonter, parce que c'est toujours désagréable de programmer une visite alors que l'établissement est fermé. Et si l'établissement est fermé parce qu'il a arrêté son activité commerciale, prenez un arrêté de fermeture pour que le successeur remette le bâtiment en conformité avant de redémarrer. Ça, c'est important. Et pour finir, je vous laisse avec Laura sur la partie Batifier. Oui, pour vous présenter un petit peu les outils Batifier, justement, qui peuvent vous aider à réduire les risques et sécuriser vos bâtiments. On l'a vu, il y a beaucoup de contraintes réglementaires et il y a beaucoup d'entretien, de maintenance, de vérification à faire. Quand on a beaucoup de bâtiments, notamment pour les collectivités, faut pouvoir suivre ces bâtiments. Et Batifier vous permet donc de piloter la sécurité de votre patrimoine grâce en fait à 14 dossiers techniques et réglementaires. Donc on retrouve le registre de sécurité, on l'a évoqué très rapidement. On retrouve également, on peut retrouver également le dossier technique amiante, on peut retrouver le document unique, on va retrouver les permis feu. Enfin, vous pourrez aller voir sur notre site internet tout ce que vous pouvez piloter avec. Vous allez pouvoir donc gérer vos bâtiments et leurs installations, maîtriser les évolutions réglementaires parce que vous avez une veille réglementaire qui est intégrée, et suivre donc l'ensemble de vos opérations et même préparer la visite de la commission en amont. Ça veut dire que vous pouvez donc donner des accès à la commission de sécurité qui peuvent justement en amont de la commission venir vérifier si déjà tout est OK, ce qui fait gagner du temps le jour J. J'insiste un petit peu là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose de très très agréable pour le préventionniste. C'est-à-dire que si vous lui donnez l'accès à Batiregistre, le préventionniste va pouvoir regarder les contrôles des installations techniques, savoir où vous en êtes, et on gagne énormément de temps sur la visite parce que quand il faut éplucher le registre et les quantités de papier, non, c'est pas agréable, donc c'est vraiment très intéressant pour les préventionnistes. C'est Batifier maintenant. Je suis Batifier. Donc en fait, vous avez plusieurs fonctionnalités qui permettent de vous faciliter la vie. Vous avez un accès illimité personnalisable, en termes de collaborateurs, prestataires, parce que vous pouvez également donner des accès à vos prestataires pour qu'ils viennent eux-mêmes mettre leur rapport. Vous avez donc, comme je l'ai dit, une réglementation intégrée. Vous avez un centre de notification avec des rappels périodiques, des alertes email pour ne rien oublier, un pilotage et le levé d'observation et des prescriptions, une gestion des bons d'intervention pour des prestataires. Donc tout se fait depuis la plateforme. Le suivi des formations et des travaux, des exports, des imports et des téléchargements, et une impression du registre parfaitement structurée en un clic. Si justement il y a des préventionnistes qui aiment bien le papier, vous pouvez toujours l'imprimer. Dans cette solution, donc je vous ai parlé des 14 registres dossiers techniques, vous avez un module gratuit qui restera toujours gratuit à vie, qui permet donc de connecter vos bâtiments aux forces de sécurité et de secours. On a un module de secours de Batifier qui permet donc de mettre toutes les informations importantes telles que les plans, les contacts, les conditions d'accès à disposition des forces de sécurité et de secours partenaires. À l'heure actuelle, on a 28 partenaires. On a également le GIGN qui a accès aux informations en cas de risque attentat. Et ainsi, en fait, lors d'une intervention, ils peuvent évaluer les principaux enjeux, disposer des conditions d'accès, avoir la liste des partenaires contactés, prendre connaissance des risques présents sur le site et apprécier la présence de matières dangereuses s'il y en a. Ce qui leur fait donc gagner aussi beaucoup de temps et de pouvoir aussi sécuriser leurs interventions. Donc voilà, ça, si vous voulez vous référencer, c'est totalement gratuit. Et en plus, en prime, vous avez même 14 jours gratuits sur toutes les fonctionnalités de Batifier, donc registre de sécurité, DTA, sur tout l'outil en fait. C'est important sur la partie faciliter l'intervention des forces de sécurité, des forces de secours. Et si votre collectivité départementale, le SDIS, n'est pas encore connectée, à vous, en tant qu'élu, d'aller toquer à la porte en disant mais nous ça nous intéresse pour nos écoles, nos collèges, parce qu'on parle de sécurité incendie, mais on parle également de sécurité risque attentat. Et c'est vrai que quand moi j'ai eu une fois à travailler avec le GIGN qui est venu me voir, directement un coup de téléphone en disant voilà on a une intervention à tel endroit, vous auriez les plans, il faut aller rechercher dans le permis de construire les plans et machins, alors que si vous avez Batifier, vous avez tout intégré et instantanément le GIGN peut ou la police peuvent avoir accès et vous faciliter l'intervention en ayant connaissance des lieux. Et pour les sapeurs-pompiers, c'est la même idée. Sur un bâtiment sinistré, forcément le sinistre, c'est la nuit quand il n'y a personne, la plupart du temps, et on ne sait pas comment accéder. Donc
Donc là, toutes ces informations sont extrêmement importantes. Et si le SDIS n'est pas abonné Batifayer, mettez la pression sur le SDIS pour qu'il y vienne, quoi. Je vais vous mettre tous les liens utiles si vous voulez vous référencer, surtout que c'est totalement gratuit, que ce soit pour les SDIS que pour aussi les exploitants. Donc pourquoi s'en priver? C'est important d'avoir de l'information sur ces sujets-là. C'est des informations en plus qui sont sécurisées, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous en tout cas. En tout cas, on vous remercie. Laurent, je te remercie encore. Merci beaucoup. Je suis désolée pour les petits couacs, les petites diapos. La prochaine fois, promis, ce sera parfait. Si vous voulez le support, vous l'avez juste à faire la demande. Je vais vous mettre toutes les informations là sur le chat juste à la fin parce que je vais vous libérer vu qu'on a un tout petit peu dépassé. Je vous fais juste une petite pub pour le prochain webinaire parce que Laurent revient le 30 avril, le 10 avril, pardon. Parce que bon, maintenant qu'il est à la retraite, on en profite. Non, enfin, donc du coup, le prochain, ce sera bande de recharge et risque incendie. Donc ce sera animé par Swish, qui est expert de la recherche électrique depuis plus de 30 ans, et justement Laurent, qui sera avec nous, qui apportera son expertise côté pompier. Et aussi, on aura un webinaire le 21 juin, cette fois avec le lieutenant Simon Ruby, que tu connais bien d'ailleurs. Excellent préventionniste. Et justement, qui nous parlera, qui nous donnera des conseils sur comment préparer sa commission de sécurité en toute sérénité. Je vous mettrai également les liens d'inscription là dans le chat. Je vais le faire tout de suite. En attendant, si Laurent, tu veux dire un mot, on t'écoute. En fait, ce qui est important, c'est de sensibiliser les élus à leur rôle, à leur mission. Quand on est maire d'un village, on n'a pas forcément conscience de tout ce qu'il y a à faire, mais en fait, c'est juste énorme. Vous avez des responsabilités, mais vous avez aussi des moyens et les services départementaux d'incendie et de secours sont à votre service pour vous aider là-dessus. Donc, merci. Donc, merci beaucoup. Je vous ai mis les liens. Et si vous voulez le support, de toute façon, il y aura un replay également qui sera mis à votre disposition. Si vous voulez le support, vous avez juste à faire la demande sur contact@batifayer.fr ou depuis notre site internet. Je souhaiterais un support, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'en prends note, Justine. Même il y en a deux. De toute façon, je reprendrai le chat. En tout cas, on vous remercie pour votre participation et on vous souhaite de passer une excellente journée. Merci. Au revoir.